Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Anna Filigenci, d'abord parce qu'elle est, malheureusement, mais elle va le faire brillamment, le seul exemple du fait qu'il n'y a pas que les Français à s'occuper de cette question de la Grèce dans les profondeurs de l'Asie, et qu'ailleurs dans le monde, et notamment en Italie, et notamment Anna Filigenci, sont des spécialistes de ces questions qui ne le cèdent en rien, au contraire, à ce que peuvent faire leurs collègues français. Et c'est donc avec un plaisir particulier que je lui cède la parole. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ces colloques pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter à y participer, mais je voudrais aussi m'excuser par avance pour les massacres que certainement je vais faire de votre belle langue. Donc, la croissante sensibilité à l'histoire globale de l'Antiquité peine encore à se traduire en application pragmatique dans le domaine des études indiennes et centra-asiatiques. Une approche paritaire de diversité culturelle, hors des découpages historiques conventionnels, reste pour nous une tâche extrêmement difficile à cause d'un déséquilibre marqué entre les études méditerranéennes et les disciplines orientalistes. Les uns supportés par méthodologie, terminologie et catégorisation hautement standardisées et contextualisées, les autres souffrant encore de lacunes graves des documentations historiques et archéologiques, de lexiques non stabilisés et de paradigmes interprétatifs incertains. L'art bouddhique du Gandhara en est un cas exemplaire. Après plus de 100 ans d'études, on est encore trop concentré peut-être sur les aspects formels de modèles de dérivation occidentale et encore trop peu sur la valeur contextuelle de ceux-ci. Et en particulier, je voudrais discuter ici ce qu'on appelle scène dionysiaque, où des personnages divers sont représentés buvant, dansant, ivres, suggérant plus ou moins explicitement les plaisirs érotiques liés à la consommation du vin, ou encore engagés dans des cérémonies de nature inconnue. Il n'est pas dans mon propos d'offrir une lecture analytique et exhaustive de ces sujets, mais de mettre en évidence quelques reliefs en particulier dont la signification contextuelle et les liens directs avec la vie réelle est plus aisément perceptible, dans l'espoir que ça pourra contribuer un petit peu à bien établir l'état de la question et à envisager des stratégies d'analyse plus appropriées. Notamment, je voudrais aborder ici 3 questions. La production, consommation et valeur symbolique du vin en Asie sont-elles une importation grecque? Et les thèmes dionysiaques dans l'art du Gandhara ont-ils tous la même signification? Et qui sont les gens représentés dans ces scènes? Et quel univers religieux et idéologique exprime-t-il? Mon enquête sera centrée sur le Swat, une région du Pakistan du Nord-Ouest, que les recherches archéologiques identifient avec les fameux Udyanas des sources littéraires antiques. Il est en fait que les vestiges les plus remarquables et nombreux du passé culturel du Swat sont ceux relatifs au bouddhisme. Un réseau serré de monastères se développa le long des affluents de la rive gauche de la rivière Swat, des temps de l'empereur Ashoka, et atteignit sa plus haute splendeur dans les premiers siècles de l'ère commune. Cependant, en dépit de traces macroscopiques de la prédominance du bouddhisme, la réalité devait être plus complexe et nuancée. Elle embrassait sans doute une variété de cultures, modes de vie et surtout un substrat religieux local qu'à la suite de diverses sources anciennes qui localisent vaguement les Dards dans le nord du Pakistan actuel, on appellera ici, pour simplicité, dardique. Nous sommes ici sur un terrain difficile, les traces archéologiques de ces substrats culturels étant extrêmement élusives. Cependant, l'ensemble de données nous permet aujourd'hui d'aborder la question avec quelle confiance.
Les assemblages des nécropoles protohistoriques du Swat comprennent un grand nombre de gobelets à haut pied qui, bien qu'aucune trace de substance n'ait été détectée, suggèrent néanmoins des rites de libation et la probabilité que le vin fût la boisson ou une des boissons utilisées est vraiment haute. Les sites proto-urbains d'Aligram et Loeban 3 ont livré, par exemple, des restes paléobotaniques qui comprennent les raisins. D'autre part, une grande variété de raisins sauvages est encore bien attestée dans les vastes territoires qui s'étendent de l'Anatolie au Pakistan. Selon des recherches archéobotaniques plus récentes, la domestication du raisin commence à partir du néolithique ancien, très probablement en Transcaucasie, où un grand nombre d'écotypes de raisins a été documenté pour se répandre rapidement vers l'Asie sud-occidentale. En effet, évidences paléobotaniques de raisins cultivés sont documentées pas seulement au Swat, mais dans les subcontinents indiens à partir du 3e millénaire avant notre ère. Les données matérielles apportent des éléments indubitables de réalité historique aux sources anciennes qui mettent en mention la consommation du vin ou de quelque sorte de boisson inébriante. Pour ce qui concerne spécifiquement les régions de l'actuel Pakistan du Nord, à propos, il suffira de rappeler ici une information transmise par Kent Kurz à propos des habitants de Nisa, une ville que Tucci et Morgenstern localisent près du Tirishmir dans l'actuel Chitral. L'auteur nous dit que ce gens adorait Dionysos sous le nom de Liber Pater et qu'il lui dédiait des fêtes orgiaques de la durée de 10 jours auxquelles l'armée grecque se serait jointe avec enthousiasme. Tel est aussi le cas des Hypnosophistes d'Athénaïos, un ouvrage du IIe siècle de notre ère, qui cite un passage non identifié de Charès de Mytilène. Et l'auteur nous mentionne un dieu indien appelé Zoroadesos, un nom que, selon Athénaïos, les Grecs auraient traduit comme oinopoios, viticulteur. La présence d'un viticulteur nous fait penser à des viticulteurs réels. Et en effet, 20 stations anciennes de production de vin ont été récemment mises au jour au Swat, dans les hautes terres surplombant les sites urbains de la vallée du Swat. Elles comprennent pressoirs et cuves à vin creusés dans les rochers, qui montre une similarité frappante avec des dispositifs encore en usage chez les kafirs de l'Hindu-Kush. Ils se trouvent souvent en proximité d'abris sous roche, probablement des sanctuaires naturels ou ermitages dont la nature demeure pour nous encore énigmatique, et quelquefois de monastères bouddhiques. Les abris sous roche, couvrant un vaste horizon chronologique de l'âge du bronze au XIIe siècle de notre ère, ont été mis en relation avec des communautés de pasteurs transhumants qu'on appellera ici, une fois encore, dardiques. Les peintures et graffitis qui adornent les abris sous roche témoignent d'un univers idéologique mal connu qui vécut à côté du bouddhisme pendant des siècles. Ces communautés devaient pratiquer une économie de montagne, sans doute comprenant la viticulture, qui intégrait, et très probablement avec l'intermédiation des monastères bouddhiques, l'économie des vallées. Bien que la consommation du vin fût interdite au moins, un usage occasionnel, par exemple pour des raisons médicales, était certainement pratiqué. La littérature bouddhique, notamment les Mulasarvastivada Vinaya, nous fournit une donnée très intéressante. Les Bouddhas en personne expliquent aux moines qu'ils ne connaissaient pas leur raisin, que ce fruit vient des régions du Nord, qu'il peut être pressé et que le jus ainsi extrait peut être échauffé pour le préserver.
Toutefois, la question ici n'est pas si ou comment les moines consommaient du vin, mais plutôt si la population locale, la même qui entourait et finançait les communautés monastiques, était habituée à la production et consommation du vin, comment ils modélaient socialement cette habitude particulière, et enfin, si et comment les communautés monastiques bouddhiques s'y accordaient. Que le vin produit sur les hautes terres avait un marché dans les vallées est prouvé par les distillateurs mis au jour à Birkot Gwandei, l'Odienne Barikot en Swat, daté entre les 1er et les 3e siècles de notre ère. Les distillateurs, pas la ville. Un de ces distillateurs portant un tamga couchant. Une implication directe des communautés bouddhiques dans l'économie du vin est plus que probable, surtout en vue de la contiguïté physique des stations de production avec les monastères et, plus en général, du rôle pivot toujours joué par ces derniers dans le développement et la gestion d'activités économiques vitales. Face à l'évidence archéologique, on doit conclure que le vin était parfaitement intégré dans la vie économique et culturelle du Swat dès l'époque historique et que les moines bouddhistes, de leur côté, avaient trouvé un compromis. Pourtant, l'adjectif dionysiaque, en tant que suggérant une connexion directe et exclusive avec les traditions grecques, peut être trompeuse. Les scènes gandhariennes de libation et érotisme, bien que dérivées du répertoire hellénistique, doivent être observées d'une perspective contextuelle, comme nous avertissent les cas éclatants de scènes érotiques placées juste au-dessus d'une image de Bouddha, qui ne peuvent être réduites à une simple question d'importation exotique. Il est évident que nos efforts interprétatifs doivent prendre en considération la polysémie intrinsèque des sujets iconographiques et plus encore les panoramas culturels dont il faisait partie. Une concentration significative de scènes de réjouissance se retrouve dans les sites de la vallée du Jambil, fouillés par la délégation archéologique italienne au Pakistan sous la direction de Domenico Faccenna. C'est justement l'homogénéité de cette documentation archéologique qui nous permet de réfléchir concrètement sur le rôle et la signification de ces sujets dans l'art bouddhique en général et plus spécifiquement dans les contextes culturels du Swat. Une première distinction peut être faite entre scènes purement symboliques qui seront seulement mentionnées ici, comme les scènes que je vous montre, les scènes qui renvoient à situations et scènes qui renvoient à situations réelles. Bien que la signification contextuelle du premier groupe soit encore débattue, la dérivation de modèles grecs est indéniable. On y trouve des personnages masculins buvant, poutis autant qu'adultes, parfois couchés ou retombant mollement à suggérer l'ivresse, des oiseaux, des lions et sangliers buvant de cratères et bassins, seuls ou en association avec les humains. Et on trouve ici des personnages satiresques qui boivent avec des dames, souvent montrées réticentes, comme à suggérer une instigation à l'ivresse de la part des satyres, qui conduira à la séduction. Scènes de ce type, et vous le pouvez bien voir ici, scènes de ce type apparaissent généralement sur des éléments secondaires de la décoration du monument. Une exception digne de remarque est représentée par 2 fragments de fausses niches, à savoir un élément de grande visibilité dans les monuments, comme vous pouvez voir, qui nous montre de jeunes faunes ivres tenant des récipients à vin qui sont montrés parmi des fidèles saurons. Plus rarement, on les retrouve
dans les frises narratives, c'est-à-dire la décoration sculptée dans les corps du stupa du monument gandharien, illustrait la biographie du Bouddha. L'autre groupe, au contraire, évoque la vie réelle et se réfère manifestement à un système de valeurs et comportements autochtones de grande portée sociale. Ces groupes illustrent divers moments du procédé de vinification ou cérémonies où le vin joue un rôle central. L'allusion la plus explicite à la vinification se retrouve sur un bas-relief qui nous est malheureusement parvenu à isoler de tout contexte et qui montre des personnages en costume couchant engagés dans les pressages, filtrages et dégustation de vin. Les opérations sont précédées par un personnage assis sur un tronc qui tient de la main gauche une lance et de la main droite un objet non identifiable, peut-être un gobelet. Par contre, en soit, des scènes de ce type sont représentées dans un contexte tout à fait inattendu, celui des frises narratives. Ces personnages masculins nus qui dansent au rythme des tambours autour d'un grand récipient à vin, en dépit de l'autre degré de conventionnalisation, transmettent l'image vive de fêtes masculines centrées sur la consommation de vin et probablement reliées à la saison des vendanges et du vin nouveau. Au-dessus se déroule la biographie de Siddhartha, dont on reconnaît ici la scène de l'horoscope. Plus étonnant encore sont des bas-reliefs de Saïd Sharif qui portraient dans le registre supérieur des personnages en costume couchant assis, entourés par des personnages debout qui servent du vin ou conduisent une chèvre. Même s'il est impossible de déterminer avec précision l'identité des gens représentés dans ces reliefs, on peut néanmoins supposer qu'ils ne soient pas nécessairement attachés par des liens de sang à l'élite couchant. Plus probablement, ils sont des membres de l'aristocratie locale d'Ardik, bien qu'affiliés à la dynastie régnante. Quoi qu'il en soit, la réflexion de l'historien porte sur les conditions de réception du monument et il doit, dans les cas spécifiques, s'interroger sur les raisons et les modes de perception de ces hommes buvants associés avec les cycles narratifs bouddhiques. Les détails iconographiques que les scènes ont en commun, les arbustes des vignes, les costumes non indiens de protagonistes, la consommation de vin qui semble restreinte aux personnages assis, sont une modélisation du temps, de l'espace, de la condition où l'événement a lieu en plein air, hors de l'espace sacré bouddhique, dans le présent et non pas in illo tempore, est célébré par une libation rituelle qui souligne une différence de rang entre les buveurs et les non-buveurs. Le caractère rituel de la scène est rendu encore plus explicite dans des cas par la présence de la chèvre qui ne marche pas librement, mais est menée par un homme, un victimaire, nous dirions, à suggérer un sacrifice sans en mettre en scène les aspects sanglants. De toute évidence, ces scènes n'ont aucun lien sémantique avec l'espace sacré, les rituels et les préceptes bouddhiques, mais en même temps, ils ne manifestent aucune interférence ou conflit avec ces derniers. On se demande si les artistes n'ont choisi une image bien identifiable de rang et de fonctions sociales pour rendre reconnaissables aux yeux de leurs contemporaines les aristocrates locaux qui, très probablement, avaient fait bâtir le petit stupa auquel appartient ces reliefs. L'association des contes géographiques bouddhiques avec des récits laïques si fortement caractérisés prouve que le comportement illustré par ce dernier était considéré non seulement acceptable, mais socialement approprié. Le vin et les sacrifices de la chèvre, une fois de plus,
peut évoquer des scénarios dionysiaques. Cependant, nous devrions éviter les interprétations réductrices et essayer plutôt de lire ces contes visuels selon une perspective antérieure, à l'aide de ce qu'on peut appeler une anthropologie archéologique. L'image d'un ancien ritualisme social qu'on aperçoit dans ces reliefs du Swat montre des affinités étonnantes avec les coutumes encore suivies au milieu du XXe siècle par les Kafirs de l'Hindu-Kush. Un important lieu de culte en l'honneur de Indra était les Indrata à Vama, dans le sud du Nuristan. Indra, version kafir de l'Indra védique, comme ce dernier gouverne le ciel et les phénomènes atmosphériques. Et comme l'Indra védique est lié à la consommation rituelle du soma, la boisson inébriante sacrée des Indiens, l'Indra kafir est le dieu du vin et possède des vignobles. Après les vendanges, une célébration importante en l'honneur d'Indra avait lieu, lors de laquelle une grande image du dieu était sortie de son temple à l'Indra Ama et amenée au centre d'un espace public et placée sur un rocher à côté d'un arbre sacré. De longues rangées de pierres étaient utilisées comme siège pour les hommes de haut rang qui buvaient en quantité le vin stocké dans les temples d'Indra. Entre les rangées de pierres, il y avait un terrain plus plat destiné à la danse et tout près 4 cuves creusées dans le rocher. L'effigie d'Indra était honorée en versant du vin sur elle et en sacrifiant plusieurs boucs et 1 ou 2 bœufs dont les sangs étaient versés sur le feu sacrificiel pendant que des hymnes étaient chantés par des prêtres. Donc, vin, sacrifice de la chèvre, danse et chant sont chez les kafirs modernes les éléments caractérisants de fêtes de grande valeur sociale, présidées par des hommes de haut rang, les seuls qui peuvent boire, exactement de la même façon qu'il y a près de 2 millénaires chez les nobles de Ludhiana, du Swat, les mêmes qui soutenaient les samgas bouddhiques et empruntaient les sanctuaires. L'interaction entre religion populaire et bouddhisme qu'on aperçoit dans les bas-reliefs du Swat se matérialise aujourd'hui plus clairement grâce à de nouvelles découvertes archéologiques. Jusqu'à récemment, on ne connaissait pas la provenance de certaines images très particulières de déesses gandhariennes tenant un gobelet et la tête coupée d'une chèvre. La Devi peut prendre un aspect théréomorphe et se montre avec une tête de chèvre à souligner son lien étroit et symptomatique avec l'animal. Toutefois, l'hypothèse que ces images pourraient provenir de Swat semblait raisonnable, étant donné la manifeste filiation de ces images d'une culture de montagne. Elles semblent partager en fait les mêmes champs sémantiques de cette stèle provenant du Swat aussi, dont les sujets, une déesse qui tue un capride, nous montre une interprétation locale du modèle indien de la déesse officielle Durga tuant les buffles. En dépit de sa chronologie beaucoup plus tardive, 7e ou 8e siècle, cette stèle est certainement à considérer un autre descendant du même processus d'acculturation de divinités de montagne pré-bouddhiques, accompagnés par des chèvres ou boucs qui, au soir, une fois encore, apparaissent déjà dans les représentations des graffitis protohistoriques. Une petite stèle représentant une divinité masculine tenant les mêmes attributs que les déesses récemment découvertes dans les sites urbains de Birkot Gwandei vient à l'appui maintenant de cette hypothèse. De plus, la présence de cette icône
cette petite icône, dans un contexte domestique vis-à-vis de deux petits espaces cultuels intramuros, dont l'un bouddhique, l'autre de nature encore non déchiffrée, nous confirme l'existence d'une culture religieuse transversale qui est officiellement bouddhique et en même temps fidèle à une religion populaire, étroitement liée à la vie quotidienne et ouverte à des formes d'osmose conceptuelle et visuelle. C'est pourtant dans cet espace liminal qu'on devra chercher les doubles indiens de Dionysos et les raisons profondes d'une fusion artistique si belle. Merci.